politique. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui à la Maison de la Chimie pour notre premier forum de l'écologie politique, comme l'a rappelé Sylvia et comme l'a introduit Catherine. Donc nous avons 3 intervenants à cette première table ronde. Thierry Dedieu, qui est secrétaire confédéral à la CFDT et qui est en charge de la COP21. Anaïta Grisoni, qui est très active à la Revue Mouvement et puis et donc merci à la Revue Mouvement d'être partenaire de ce forum et qui est coordinatrice à l'École normale supérieure de Lyon d'un programme sur la question de penser l'Europe et l'écologie, je crois. C'est ça, vous préciserez, et surtout qui a été aussi une des personnes qui a monté le forum Penser l'écologie politique qui a marqué une étape importante en France sur l'ouverture d'un débat public, comme le disait Catherine, sur qu'est-ce que c'est que l'écologie politique. C'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de choses à débattre et à réfléchir. Et puis Roberto Dalla Seta, qui a créé le mouvement Green Italia, après avoir surtout animé la principale ONG italienne, Lega BNP, et aussi qui connaît bien la vie politique italienne. Je crois que c'est un point qui est important. Alors, nous avons conçu cette table ronde sans exposé préliminaire long. C'est-à-dire que chacun d'entre nous dira quelques mots, au fond, sur la manière dont il perçoit ce thème, qui est donc le thème de la transformation de la société par le projet écologique et des résistances par rapport à cette transformation, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On est face à des résistances actives, qu'elles soient explicites ou qu'elles soient sous-jacentes, inconscientes aussi. Et ça, c'est un point sur lequel il faut être... comment dirais-je, il faut être averti, il faut débattre pour mesurer comment est-ce qu'on peut créer des dynamiques. Je dirais aussi un mot, je ne me contenterai pas d'animer, de passer les plats, parce que j'ai écrit dans un think tank, La Fabrique écologique, une note qui s'appelle La résistance française à l'écologie, et que j'ai essayé dans cette note de montrer comment le cadre national français était au fond un cadre qui quelque part suscitait de la résistance par rapport au projet écologique, et comment au fond l'écologie politique devait essayer d'échapper au cadre national. Je crois que c'est un point sur lequel ensemble, on s'entendra sans doute. Voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à Naïta, parce que c'est comme ça. Chacun bon, parle, messieurs, se présente. D'accord. Alors, merci beaucoup de l'invitation, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est assez rare d'avoir l'occasion de discuter de fait, de mettre la recherche à l'épreuve du politique. Donc en fait, je suis très heureuse d'être là. Parmi vous, quelques mots sur le réseau de recherche dans lequel je travaille, qui s'appelle Saisir l'Europe, qui est en fait un réseau en sciences sociales, franco-allemandes, et qui inclut aussi d'autres travaux sur d'autres pays, et qui a son importance ici, parce qu'en fait, c'est de crise européenne dont on traite. Donc il y a plusieurs axes de recherche, effectivement. Moi, je m'occupe de celui qui, poliment, s'appelle développement durable, mais c'est beaucoup plus de crise écologique dont on cherche à traiter dans ce réseau avec les chercheurs qui le composent. Donc, en fait, cette invitation m'a fait penser à un autre événement qui a eu lieu il y a 3 ans à Bordeaux, qui s'appelait les Assises de la démocratie participative, qui était un événement organisé par la communauté d'agglomération de Bordeaux dans un endroit très sympathique, qui était le cirque Romanès, si je me souviens bien. Et en fait, pendant 2 jours, il fallait plancher sur comment, finalement, arriver à créer les conditions de cette démocratie participative. Et ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est un peu ce que je vous redirai aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, c'est à travers les tensions, à travers les conflits que peuvent susciter les mouvements sociaux, et c'est ce dont je m'occupe, qu'on peut vraiment cerner en fait les points problématiques ici de l'écologie politique, comme c'était le cas aussi de la démocratie participative. En lisant la note de Lucille, en fait, j'avais presque envie d'en changer le titre, puisque d'un côté, je me disais, est-ce que c'est plutôt... On ne pourrait pas appeler ça résistance à l'écologie néolibérale, ou plutôt écologie de la résistance. Et si c'est pas ce champ-là qui m'intéressait de manière prioritaire, elle notait dans sa note très justement un malaise dans le modèle français, dans le modèle progressiste, méritocratique et républicain. Et en fait, je pense que la sociologie peut aider à comprendre ce malaise, puisque c'est en réalité d'une pluralité de modèles qu'il s'agit, suivant la façon dont on les regarde. On peut aussi considérer que le modèle français est le modèle de l'exploitation des ressources internationales à travers le processus de colonisation dont la fin est assez contestée. Donc finalement, ce qui est important, je pense, de cerner, et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais on pourra revenir dessus dans la discussion, c'est finalement cette écologie liée à l'idéologie du progrès. Est-ce que c'est pas celle-là que l'on conteste? Est-ce que c'est pas celle-là que les mouvements sociaux contestent? Alors pas toujours, effectivement, si on pense à des mouvements
catholiques de droite, qui sont dans des mouvances pro-vie, par exemple, c'est pas exactement l'idéologie du progrès que ces gens contestent. Néanmoins, je pense qu'on peut s'intéresser sur les raisons du désaccord et les idéologies sous-jacentes qui y tendent, puisque quand on travaille sur d'autres types de terrains, très lointains, pas forcément dans le cadre de l'Union européenne, comme j'ai pu le faire à Cuba, on se rend compte qu'on peut, à partir d'une toute autre idéologie, créer et penser du développement durable et de l'écologie politique. Alors effectivement, la question c'est de savoir quel sens on attribue à ces termes, et c'est là que se situent les travaux des chercheurs en sciences sociales. Les raisons du désaccord sont multiples. On peut identifier notamment, comme ça rapidement, la nature individuelle des réformes que l'on préconise dans le cadre de l'écologie politique, c'est-à-dire que s'entendre dire, à l'échelle du foyer, à l'échelle du ménage, à l'échelle de la famille, qu'il faut être plus prudent, qu'il faut éteindre, bon ça c'est l'exemple typique, mais fermer le robinet quand on se brosse les dents ou recycler ses déchets, faire le tri quand on sait derrière qu'en termes d'infrastructure et de politique commerciale, c'est pas du tout dans ce cadre que ça se passe au niveau macro. C'est un petit peu difficile à avaler pour la plupart des gens. Je pense qu'il y a effectivement une insatisfaction à observer sur la nature individuelle des réformes telles qu'elles sont préconisées et la continuité d'une marche du monde qui, malgré les discours sur le développement durable, va clairement dans le sens d'une exploitation des ressources très pérenne. Ensuite, ce qu'il faut observer, et c'est ce qu'on tend à faire dans notamment tous les réseaux qui s'occupent d'écologie politique, c'est la nature des conflits, effectivement. Moi, je travaille plus précisément sur les conflits qui opposent certains mouvements sociaux aux grands projets dits inutiles à imposer, comme le NOTAV, dont j'espère on aura l'occasion de parler, ou en Allemagne, le Stuttgart Einundzwanzig. Et en fait, on se rend compte que dans ces projets-là, malgré une dimension européenne très présente, puisque c'est des projets qui s'organisent dans un réseau européen de projets, contre les projets inutiles à imposer, il y a une exigence d'exemplarité qui est renvoyée vers les États nationaux qui apparemment ne la fournissent pas. Et là encore, je pense que ça renvoie à cette incompréhension, cette dichotomie qu'il peut y avoir entre le discours d'un côté sur les nécessaires économies d'énergie, sur le développement durable, et de l'autre la réalité qui, dans le cas de ces grands projets, s'illustre plutôt par des pratiques de corruption et de clientélisme assez flagrantes. Tout ça conduit donc à des pratiques de désobéissance civile, souvent. On l'a vu de manière assez choquante avec Rémi Fraisse, le mort de Sivens, mais finalement, on se rend compte aussi que ces questions d'écologie politique et la confrontation des idéologies sous-jacentes tendent à des questions de violence qui posent la question de qu'est-ce que la société civile à partir du moment où quand elle s'exprime, elle ne peut que se confronter de manière violente avec l'État. Donc en fait, c'est dans ces résistances-là que, de mon côté, personnellement, je vais chercher le sens de l'écologie politique, le sens tel qu'il est construit par les marges. Alors effectivement, ce ne sont pas des phénomènes globaux et majoritaires, mais c'est des phénomènes qu'on peut considérer comme assez marginaux. Néanmoins, je les trouve beaucoup plus satisfaisants en les pensant en termes d'écologie politique que dans le terme assez plastique de la transition. C'est vrai qu'à Lyon, on a eu l'occasion de faire un colloque sur la transition écologique, et en fait, de poser la question des idéologies et des trajectoires politiques qui sous-tendaient à cette transition, qui est une notion somme toute assez plastique, à laquelle on fait dire un petit peu ce qu'on veut, à mon sens. Et il ne faudrait pas que la COP21 tombe dans le même travers. Alors je pense qu'il y a pas mal de garde-fous qui sont mis en place à travers tous les événements qu'il y a pendant les 3 prochains mois. Notamment, je cite rapidement un événement qui s'appelle des livres et l'alerte, qui aura lieu à la Parole Errante à Montreuil les 14 et 15 novembre, et qui en fait consiste déjà à préparer une approche critique de cette COP21 pour pouvoir la penser de manière efficace et plurielle. Un tout dernier mot sur le cadre européen. Vous citez beaucoup dans la note, et c'est un modèle qu'on prend souvent, le modèle allemand. Moi, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec cette partition en termes d'État-nation. Je ne sais pas si méthodologiquement c'est très valable dans le cadre d'une étude sur l'écologie politique, surtout quand on voit les transversalités qui sont mises en place entre les mouvements sociaux. Je ne sais pas si c'est très valable non plus dans déjà, à travers l'exemple de l'Allemagne, qui est quand même, certes, le pays de la concertation et de la réforme de l'énergie, du passage de la sortie nucléaire, mais qui est aussi l'un des plus anciens pays industrialisés du monde. Donc, est-ce que vraiment on peut le considérer comme
comme un modèle. Moi, c'est une question que je me pose, surtout quand on voit l'Italie, par exemple, où le nucléaire a été refusé par un référendum qui a impliqué une grande partie de la population à 2 reprises en 86 et en 2011. Et en fait, d'une manière générale, je pense que c'est intéressant de remettre en question ce cadre méthodologique qui est celui de l'État-nation, et notamment voilà, à travers les transversalités qu'offre l'écologie. Donc je vous remercie de m'avoir invité, et puis j'attends vos questions. Merci Anaïta. Je vais passer la parole à Roberto Dalla Seta, avec évidemment, vous direz bien tout ce que vous voulez, mais deux questions quand même par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on sent qu'Anaïta prend une position assez forte par rapport aux dynamiques sociales et assez contestataire par rapport à la question des institutions et du cadre national. Est-ce qu'on peut... le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la dynamique. Comment est-ce qu'on construit cette dynamique par la protestation, certainement, par l'interpellation, mais aussi comment est-ce qu'on peut le faire par rapport aux institutions et comment est-ce qu'on dépasse le cadre national? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais la question c'est qu'il existe bien ce cadre national et comment est-ce qu'on fait pour organiser, peut-être que... Moi je crois que j'aime bien le terme de transition, une espèce de transition vers d'autres institutions et certainement une écologie plus mondialisée, mais qui progresse. Je crois que c'est ça le sujet. Bonjour. Et, vous savez, je suis italien et alors je parlerai un peu de l'expérience de mon pays par rapport au thème d'aujourd'hui, en particulier par rapport au thème de la résistance à l'écologie. Vous avez préparé une note très intéressante sur la résistance française à l'écologie. Je pense que les problèmes qui vous ont indiqués dans cette note sont en large mesure les mêmes que nous avons en Italie. Mais l'Italie, par rapport à ce thème de la résistance, incarne, je pense, presque un paradoxe. Parce que, au niveau de l'initiative citoyenne, dans mon pays, le mouvement écologiste est très, très vif, très actif. Il a gagné des batailles importantes. Anaïta citait le cas du nucléaire. En 1987, on a eu en Italie un référendum parce que la constitution italienne permet de tenir des référendums si 500 000 électeurs le demandent en signant une demande en cette direction. Et en cette occasion, il y a 30 ans, 90% des électeurs ont dit non à l'énergie nucléaire. L'Italie avait déjà 3 usines nucléaires. Nous les avons fermées et nous avons interrompu notre programme nucléaire. Après 25 ans, en 2009, le gouvernement de M. Berlusconi, vous connaissez Berlusconi, je pense que oui, a relancé un programme nucléaire. Les écologistes, à nouveau, ont demandé un référendum qui s'est tenu en 2011 et qui a vu une très large victoire des non à l'énergie nucléaire. En 2011, en Italie, il y a eu aussi un autre référendum sur un autre problème très, très important pour l'écologie politique, pour les paradigmes culturels de l'écologie politique, c'est-à-dire sur la gestion de l'eau. Et 80% des électeurs ont dit que l'eau doit être gérée par le public et non pas pour les privés. Donc, à ce niveau de l'initiative citoyenne, il y a en Italie une situation assez vive, assez promettante. Il y a des grandes mobilisations. On parlait de la mobilisation contre la nouvelle ligne Turin-Lyon de la TAV, qui a commencé en Italie il y a 15 ans. Les
chantiers sont ouverts, mais c'est une opposition très, très vive et très active. Il y a d'autres milliers de mobilisations dans le pays. Il arrive souvent que cette mobilisation gagne leur bataille, leur objectif. Il y a en Italie des associations, des ONG très, très vives, très importantes, très, très réputées. Ambiente, le Fonds pour la Nature, Greenpeace, qui ont des dizaines de milliers d'associés. Même au niveau économique, la résistance à l'écologie, depuis 10-15 années, a été, je ne dis pas surmontée, mais on a réussi de la réduire. L'économie verte en Italie aujourd'hui est une réalité consistante. Il y a des milliers d'entreprises qui ont, même pendant la crise de ces ans, ont investi davantage dans l'économie verte. L'Italie est avec l'Allemagne le pays leader en Europe pour les énergies renouvelables, en particulier pour l'énergie solaire. Nous avons des champions industriels dans le secteur de la chimie verte, la chimie qui utilise des matières végétaux. Nous avons des villes comme Milan, comme Turin, comme Boulogne, où l'on récupère plus que 60% des déchets, on les recycle. Il y a une situation très, très dynamique. Pourquoi un paradoxe? Pourquoi par rapport à cette situation au niveau politique, la faiblesse de l'écologie politique en Italie est totale? Vous savez, peut-être, il existe en Italie un parti vert qui a une histoire importante, longue, faite aussi de victoires. L'Italie a été l'un des premiers pays européens où les écologistes ont élu des parlementaires. Mais depuis 10 ans, presque 10 ans, les Verts, les écologistes sont exclus du Parlement et de fait sont presque exclus du débat politique, du débat public. Les médias ne considèrent pas les Verts comme des anti-religieux parce qu'ils ne sont pas dans les institutions représentatives. Ça, c'est un grand problème. Et par rapport à ce problème, je pense qu'à mon pays, vous savez, une des grandes questions avec lesquelles l'écologie politique est confrontée depuis sa naissance est la question s'il faut privilégier l'initiative citoyenne, l'action de terrain ou bien l'action par le haut, en se faisant partie, en occupant le plus près possible le lieu de la démocratie représentative. Aujourd'hui, je sais, la démocratie directe est très populaire, mais ma réponse à cette question, dans le cas de l'Italie, est que le principal facteur de faiblesse de l'écologie politique aujourd'hui n'est pas dans les champs de l'initiative citoyenne, n'est pas aussi dans les champs de l'économie réelle, mais est dans l'absence d'un sujet politique national qui s'inspire des principes écologistes et qui est en mesure d'influencer les politiques publiques. Les raisons de cette faiblesse sont nombreuses. Il y a eu certainement des erreurs de la part de ceux qui ont dirigé les Verts dans les dernières années. Il y a eu une dynamique générale de la politique italienne. Nous venons de 20 ans où la politique italienne a été emprisonnée dans une confrontation entre deux réalités politiques, tous les deux très peu contemporaines. D'une part, la droite populiste
incarnée par M. Berlusconi, mais de l'autre part une gauche qui était jusqu'il y a quelques mois dirigée par les héritiers directs du Parti communiste, comme vous savez. Par rapport au thème de l'écologie, la culture communiste, vous savez, n'est pas très sensible. Alors aujourd'hui, ça c'est le premier but, je crois, ça c'est la raison pour laquelle, avec d'autres écologistes italiennes, nous avons créé il y a 1 an et demi Green Italia. Nous sommes personnes qui ont des biographies individuelles très différentes. Il y a des verts historiques comme Monica Frassoni, qui est la coprésidente du Parti vert européen et qui a été président du groupe vert au Parlement européen. Il y a des personnes comme moi qui viennent d'expériences politiques d'autres types. J'ai milité jusqu'à 2013 dans le Parti Democratico. J'avais espéré que le Parti Democratico pouvait devenir la maison commune de la culture progressive, y compris la culture écologiste. La situation est allée dans une autre direction. Aujourd'hui, le Parti démocratique est un parti qui a tous les défauts des partis socialistes européens, sans avoir l'histoire glorieuse. Et ça, c'est un grand problème. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui n'ont pas d'expérience politique à ces époques. Et le défi est très difficile. Nous avons participé aux dernières élections européennes avec une liste qui s'appelait Green Italia Verdi Europei, Vert européen. Nous avons obtenu un résultat très modeste, 1% de voix, mais ça a été une petite inversion de tendance par rapport à l'absence des dernières années. Ça, c'est la situation en Italie, mais je répète, ce thème du rapport entre la vitalité de l'écologisme dans la société et aussi dans l'économie et la faiblesse de l'écologisme dans la politique, je crois qu'est un thème clé, non seulement pour l'Italie, mais pour toute l'Europe ou pour une grande partie de l'Europe, compris pays où les Verts sont présents, sont forts, mais cette difficulté serait sain également. Merci Roberto. Je vois qu'il y a dans la salle Pierre Jonker qui co-préside la Green European Foundation, et je peux dire qu'effectivement, quand on discute au niveau européen de la présence intellectuelle, sociétale de l'écologie et de sa faiblesse croissante sur le champ politique, c'est un point qui est abordé assez généralement avec la diversité des expériences nationales, mais un constat qui est partagé. Après, ça signifie qu'il faut trouver des réponses. C'est ça le sujet qu'on va discuter ensemble. Je vais passer la parole à Thierry Dedieu. Je voulais juste vous poser une question, Thierry, avant que vous commenciez. C'est que je lisais dans vos comptes rendus, puisque vous appartenez à la coordination des ONG Climat COP21. Et je lisais qu'au sein des ONG, il y a eu un débat très vif sur le fait de tenir une grande réunion concernant faire pression par rapport à la COP21, mais qu'il y avait des ONG qui avaient dit « Oh bah de toute façon, il n'y a rien à attendre de la COP21, donc on pourra faire la réunion après ». Tout simplement parce qu'on sait déjà que ça va être un échec. Je voudrais que vous nous parliez là-dessus, parce que je trouve que c'est un point très concret de la manière dont on est ou pas, comment est-ce qu'on fait pression par rapport aux institutions, comment est-ce qu'on est ou pas dans les dynamiques. Est-ce qu'on décrète qu'il y a déjà un échec par rapport à quelque chose dont on attend évidemment pas tout? Et comment est-ce qu'on fait pour faire pression? Puisque vous, je crois que vous étiez partisan de faire la réunion avant. Vous avez dit coalition COP21. Non, c'est coalition Climat 21. Et donc, non, vous avez utilisé COP. Ah oui, Climat 21. Et c'est pas pareil. Et justement, ça permet de renvoyer à ce que vous évoquez sur les deux grands temps forts d'action que seront le 29 novembre, la marche mondiale pour le climat, et le 12 décembre, pour dire nous sommes encore là, quoi qu'il arrive à la COP, nous sommes encore là, et la question de la lutte contre le réchauffement de la planète demeurera, et nous voulons avoir le dernier mot.
Alors par rapport aux divergences au sein de la coalition, peut-être un mot sur la coalition elle regroupe plus d'une centaine d'organisations différentes, qu'elles soient des ONG environnementalistes, des associations de solidarité internationale, 4 organisations syndicales, la CGT, la CFDT, Sud Solidaire et la FSU, pas les autres. Et donc on a une confrontation avec des divergences de points de vue sur bien des sujets. Si on met dans la même organisation, dans la même coalition, des organisations comme ATTAC, comme Greenpeace ou comme la CFDT, vous êtes suffisamment instruits des divergences qui peuvent exister ici ou là sur d'autres thèmes entre nous pour comprendre que ce que nous avons fait passer avant toute autre considération, c'est l'urgence climatique, parce que ce qui est important aujourd'hui, au-delà de nos différences, c'est de réussir à tous nous unir, nous représentants de la société civile, quel que soit l'endroit où on se trouve, de se réunir pour peser sur les décideurs de telle sorte que on ait les politiques dont on a besoin pour sauver la planète. Donc je crois qu'on a eu cette maturité-là, et je trouve que c'était pas si simple que ça, que de réussir à finalement taire nos divergences sur un certain nombre de sujets, parce que l'urgence climatique était là. Sur 29 novembre versus 12 décembre. En fait, au tout début des discussions, quand la coalition est née, on est du départ de la COP à Varsovie. À Varsovie, vous savez, la société civile décide de sortir pour manifester sa désapprobation face aux lenteurs et aux atermoiements des négociateurs. Et partant de là, on dit on va préparer la COP 21, qui est... Qu'est-ce qui est particulier sur la COP 21 c'est que c'est le rendez-vous que se sont fixés en 2011 les négociateurs, les États, pour atteindre un accord ambitieux et contraignant dont l'entrée en vigueur sera en 2020. Et c'est pour ça que la COP21 est importante, au-delà du fait que ça a lieu à Paris. Au moment où la COP21 est décidée, on ne sait pas que ça va avoir lieu à Paris. C'est François Hollande, un peu la surprise générale, qui annonce à Rio, lors du sommet Rio + 20, que la France portera sa candidature, et comme la France était seule candidate, eh bien c'est nous qui organisons la conférence cette année. Et donc la coalition, quand elle se réunit, elle a dit quoi? Elle se dit, donc d'abord, quelles sont les modalités d'action qu'on va avoir? Alors il y a toute une graduation qui est prévue, je vous fais grâce de l'ensemble des événements que la coalition conduit jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la COP, mais il y a quand même un débat fondamental qui est, pour un certain nombre d'ONG, très marqué par Copenhague, où il y avait eu une manifestation avant le sommet, en espérant très fortement que cette manifestation conduirait les négociateurs à un accord, à une réussite de la conférence. Ils ont eu beaucoup de mal à se relever de la déception de beaucoup de militants qui n'ont pas compris le résultat par rapport à la mobilisation qui avait été la leur. Et donc ils ont dit, il ne faut pas qu'on recommence qu'on renouvelle la même erreur à Paris, où on mobiliserait nos militants avant, en espérant un résultat le meilleur possible, et puis qu'après, on ait une forme de déception. Et donc l'idée c'était, le sujet est tellement important que ça doit pouvoir complètement s'affranchir des contraintes du calendrier institutionnel. Et donc, en réalité, on dira après la COP que nous sommes toujours là et que la lutte continue. Pour les organisations syndicales et un certain nombre d'autres acteurs, nous n'avons pas dans nos traditions cette capacité de mobiliser a posteriori. On sait se mobiliser pour une revendication, on sait se mobiliser de façon à ce que des citoyens agissent avant un grand événement, mais on ne sait pas après. Et donc, le compromis, ça a été une synthèse par addition, ça sera fromage et dessert. C'est-à-dire qu'on aura une grande marche mondiale pour le climat le 29, et puis le 12 décembre, il y aura quelque chose, mais qui pour l'instant n'a pas encore été défini complètement. Donc, autant le 29, on sait qu'on aura une grande marche, on sait encore pour le 12, on ne sait pas bien ce qu'il y aura, mais il y aura quelque chose. Et en tant que membre de la coalition, l'organisation que je représente, la CFDT, on sera présent aux deux, mais là où je sais d'ores et déjà que notre engagement sera le plus fort en termes de mobilisation, non pas par volonté de privilégier l'un par rapport à l'autre, mais par rapport à ce que nous sommes, ça sera sur le 29. Mais on ne boycottera absolument pas le 12. Simplement, dans la coalition, de temps en temps, j'avais le sentiment, à certains moments, qu'on risquait, ici ou là, d'écrire dès maintenant le communiqué de presse de l'échec de la COP 21. Et ça, moi, je n'y résous pas. Donc là, on est sur quelque chose qui, éventuellement, peut faire qu'on a des vues un peu différentes.
J'oublie un instant la COP pour revenir un peu à ce que nous sommes, nous, en tant que... enfin, ce que nous faisons, nous, à la CFDT sur ce dossier-là. Alors, vous avez dit que j'étais en charge de la COP 21. En fait, je suis responsable de la partie internationale développement durable. Et Paris sera ma 9e COP, puisque j'ai commencé à Bali. Donc, le dossier du climat est un dossier que je suis depuis de nombreuses années. Et si je précise ça, c'est parce que il y a dans la CFDT un délégué au développement durable par ailleurs, qui est différent de l'action que je peux avoir. Nous avons une personne qui est déléguée à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a une personne qui est en charge de la biodiversité, et donc c'est le dossier quasi unique. Nous avons une personne qui est chargée de l'investissement socialement responsable. Si je présente les choses comme ça, c'est pour dire que ces sujets-là, finalement, qui ont trait à repenser le modèle de développement tel qu'il existe, est quelque chose qui est porté de manière importante dans l'organisation. D'ailleurs, la CFDT a voté dans son congrès en 2014 à Marseille, congrès confédéral, dans sa résolution générale, l'engagement pour un nouveau modèle de développement qui nécessite de repenser les modes de consommation et de production. Pour une organisation comme la CFDT, quand on connaît, ou souvent quand on caricature les positions ici ou là, ça peut paraître étonnant, mais ça veut dire que, en tout cas de cause, l'organisation que je représente ici a bien pris conscience que le modèle de développement que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui n'est pas soutenable. Alors il n'est pas soutenable pour plein de raisons. Il n'est pas soutenable parce qu'il est injuste, il n'est pas soutenable parce qu'il y a le réchauffement de la planète, il n'est pas soutenable parce qu'il y a la raréfaction des matières premières, bref, enfin, pour toutes les raisons que vous connaissez ici et d'un point de vue écologique que vous maîtrisez sans doute mieux que moi, mais c'est alors effectivement quelque chose d'important. Maintenant, il faut que nous puissions dialoguer avec les salariés sur ces questions-là. Et c'est là où je vais en venir. Prenons les 3 piliers du développement durable, social, économique et environnemental. Ce que le syndicalisme sait bien faire, parce qu'historiquement c'est son rôle, c'est le lien entre l'économique et le social. Ça fait partie de notre ADN, et parce qu'en plus ça concerne l'entreprise dans son intérieur. C'est-à-dire les conditions de travail, la fiche de paye, la protection sociale à l'intérieur de l'entreprise. Donc ce lien entre le social et l'économique est quelque chose d'assez bien maîtrisé par les organisations syndicales. L'économique et l'environnemental, c'est plutôt pas trop mal parce que, au fur et à mesure que les normes se sont développées et la nécessité donc d'investir pour simplement être en conformité avec la réglementation, là aussi on a su faire. Là où on a encore un apprentissage important à réaliser, c'est le lien entre le social et l'environnemental. Et pour ça, moi je vais prendre un exemple très précis de ce à quoi on peut être confronté. Quand à Noyelles-Godault, vous vous souvenez, il y avait une entreprise qui s'appelle Métal Europe. Quand à Noyelles-Godault, l'entreprise est fermée pour des questions sanitaires, parce qu'il y avait une pollution des sols très profonde et donc des cas de botulisme qui se développaient de manière importante dans cette région. Quand Métal Europe ferme dans le Nord, c'est une bénédiction environnementale et c'est une catastrophe sociale. On est dans un bassin d'emploi qui est difficile, où perdre son emploi, notamment un emploi ouvrier, rend très difficile l'idée de retrouver un autre emploi. Eh bien, monter sur le tonneau pour expliquer aux salariés, chers salariés, vous allez vivre vachement mieux du point de vue de la santé, mais ne me demandez pas comment vous allez gagner votre vie parce que j'en sais rien. On ne sait pas faire. Alors je le prends de manière un peu brutale comme ça en termes de matière un peu caricaturale, mais quand on aborde ces questions-là, du lien entre le social et l'environnemental, on est sur ces problématiques. Alors il ne faut pas, encore une fois, pour autant déserter le débat et la confrontation. Très clairement, la COP21 est pour nous une opportunité pour engager le débat avec les salariés, avec nos équipes syndicales sur la question de l'urgence climatique et la nécessité de la mutation vers une économie sobre en carbone. Quand on le dit comme ça, sur le plan politique, sur le plan philosophique, c'est facile. Qui peut aujourd'hui contester, les climato-sceptiques, en tout cas ceux qui remettent en question ce que nous dit le GIEC, n'existent plus, ils ne sont pas audibles. Donc on est bien finalement dans une forme de comment dirais-je, de consensus général sur l'urgence climatique. Donc ça va bien, mais quand on rentre dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire une mutation vers une économie sobre en carbone? Ça veut dire peut-être que tous ceux des travailleurs qui sont dans l'industrie pétrolière vont devoir y envisager leur reconversion. Tous ceux qui sont dans des secteurs à forte intensité énergétique
vont devoir réfléchir un peu à comment est-ce que leurs emplois vont évoluer. Donc toutes ces questions que nous, dans le syndicalisme, traduisons par la revendication d'une transition juste pour les travailleurs, c'est en fait la question de l'anticipation des changements. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une acceptabilité sociale par les salariés de la mutation vers cette économie décarbonée, il faut qu'il y ait des perspectives pour eux. Si on est uniquement dans une anxiété supplémentaire qui viendra se rajouter à l'anxiété de la crise économique et sociale, alors il y aura un rejet ou des résistances. Encore une fois, dans mon esprit, pas de doute, hein, l'urgence climatique prime sur toutes les autres considérations et il faut savoir expliquer. Mais si on est finalement dans une approche où on aurait des décisions qui seraient généreuses, ambitieuses pour l'environnement, mais qui méconnaîtraient l'implication des travailleurs, il y aura des résistances. Parce que chaque individu est avec, dans la société, des casquettes différentes. On est citoyen consommateur, on est citoyen travailleur, on est citoyen éventuellement environnementaliste, on est citoyen militant, et qu'en réalité, il y a quand même cette question du citoyen face à son emploi, ses moyens d'existence, qui est quelque chose qui est important. Alors ça veut dire quoi pour les syndicalistes, cette histoire-là, pour peu qu'ils comprennent bien, comment dirais-je, l'importance de s'impliquer dans cette affaire-là? C'est que jusqu'à présent, notre travail consistait à nous occuper de l'intérieur. Et aujourd'hui, notre travail consiste à nous préoccuper toujours de l'intérieur, mais aussi de nous préoccuper sur les effets sur l'environnement au sens large, des productions, des distributions des produits que l'on peut fabriquer ou des services que l'on peut distribuer. Et donc ça veut dire ajouter aux compétences qu'on peut avoir une compétence supplémentaire qui est celle du dialogue avec l'extérieur. Le tout début des débats sur les questions de développement durable ont souvent mis en prise, en direct, des ONG qui par ailleurs avaient des critiques radicales vis-à-vis des entreprises multinationales, mais qui malgré tout signaient un certain nombre de partenariats avec elles, sans en parler aux représentants des travailleurs d'ailleurs, ni l'entreprise ni les ONG. Elle dilait en direct et donc laissait sur le côté les représentants des travailleurs dont on se demandait bien à quoi ils pouvaient servir dans ce débat, puisqu'ils n'étaient pas consultés. Donc il a fallu qu'on se bagarre pour retrouver une forme de légitimité à intervenir sur ces sujets-là, et sur les questions donc environnementales qui concernaient les salariés. Je dois dire qu'on a fait beaucoup de progrès. Alors je parle pour mon organisation, je me souviens de moments où quand on a vu arriver les ONG sur les entreprises, donc il y a beaucoup d'ONG, on commençait à créer des petites équipes dédiées à la politique des entreprises multinationales. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là? S'occuper des entreprises, c'est leur boulot à nous. C'est pas leur boulot, c'est qui? C'est outsiders qui viennent nous expliquer ce que doit être la vie des entreprises. Donc il y a eu cette espèce de scepticisme, voire même un certain nombre de réticence à voir les ONG intervenir sur le champ des entreprises, ce qui a conduit d'ailleurs les organisations syndicales à un moment donné à avoir comme réflexe telle ONG combien d'adhérents, c'est quoi leur légitimité, d'où elles viennent, parce que la légitimité de la cause n'est peut-être pas suffisante pour imposer à tout le monde la pertinence du point de vue. Donc on est parti de ça. Et puis après, on a commencé à réfléchir en manière un peu plus ouverte, en disant, bon, quand même un certain nombre de choses que nous disent les ONG depuis l'extérieur sur ce qu'on fait, nous, dans les entreprises, c'est peut-être pas si bête que ça, et peut-être que c'est un petit peu légitime, et que peut-être on pourrait essayer de travailler ensemble. Vous voyez, on arrive jusqu'à la COP21, la COP21 nous amène à avoir la coalition Climat 21, et on dialogue, et moi j'apprends beaucoup depuis 2 ans. Je connaissais un peu les ONG, mais pas bien. Là, je découvre d'autres méthodes de militer, d'autres approches. Alors là où j'aurais peut-être avec vous un désaccord, c'est la conceptualisation de quelque chose que vous appelez les NPI, les nouveaux projets inutiles imposés. Mais qui a décidé? Qui dit que ces projets sont inutiles et qui dit qu'ils sont imposés? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Inutile, j'en sais rien. Peut-être que certains pour lesquels j'ai des doutes sur la pertinence, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et imposé, mais imposé par qui?
par des gens qui ont été démocratiquement élus. Et contesté par qui? Par des gens qui disent la démocratie, c'est peut-être pas uniquement des personnes qui sont élues. Alors là, effectivement, on a des progrès à accomplir parce que je ne suis pas un fanat de la désobéissance civile. Je considère que dans une démocratie, des gens qui sont élus ont à conduire un certain nombre de politiques. Et après, si on considère que ces politiques n'ont pas été les bonnes, on peut effectivement ne pas les réélire. On peut, y compris pendant qu'un projet est en train de se construire, avoir une contestation forte tant que la décision finale n'est pas arrêtée. C'est tout le sens des mobilisations qui doivent exister. Alors pour nous, ce qui nous concerne, c'est sur le social très souvent, mais in fine, une fois que le Parlement a délibéré, a adopté sa décision, le sens de la démocratie, nous semble-t-il, est finalement d'accepter ce qui a été décidé par la force publique jusqu'aux prochaines élections. Donc vous voyez que là-dessus, on a encore un certain nombre de progrès à faire dans la discussion. Voilà, donc pour faire vite, hein, voilà, vous comprenez bien le dilemme que l'on a entre social et environnemental, et encore une fois qu'il faut transcender parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Dieu. Alors, on avait parlé d'interactivité. Oui, je vois bien des mains qui se lèvent et je vois l'impatience de la salle. Je vais quand même vous dire 2 minutes quelque chose, puisqu'on a parlé de résistance française à l'écologie, qui a eu par ailleurs des interventions assez, finalement, avec des angles d'approche assez différents, mais là, une question essentielle qui a été soulevée par Thierry de Dieu. Donc je voudrais quand même faire une petite synthèse des interventions et puis vous parler de ce qu'il y avait dans cette note sur la résistance française à l'écologie, en 2 mots, puisqu'elle a été évoquée par les intervenants. Rien de très extraordinaire, mais on voit que le contexte français par rapport à l'écologie est un contexte difficile pour des raisons qui tiennent d'abord, je dirais, une culture politique de la Ve République. Hein. Ça, on a une culture très présidentielle dans laquelle on a aussi un mode de scrutin qui n'est pas un mode de scrutin proportionnel pour les élections nationales, contrairement à ce qui peut se passer au niveau territorial. Et on voit bien que l'émergence électorale des écologistes est extrêmement contrainte par des jeux d'alliance, pour l'instant avec le Parti Socialiste, mais qui sont liés à un contexte institutionnel. Donc ça, je voulais le rappeler, parce que le contexte institutionnel italien est un peu différent, il n'y a pas la culture présidentielle notamment, ça ne facilite pas les choses si j'ai bien compris, et ça c'est intéressant de constater que finalement on a des contextes institutionnels différents mais dans lesquels l'écologie est confrontée à une question paradigmatique, si je puis dire, qui est la question de comment est-ce qu'au fond on fait changer un modèle, est-ce que c'est dans les institutions ou est-ce qu'on est plus crédible dans les institutions ou ailleurs, par du mouvementisme, par du référendum, par quelque chose de cet ordre-là, ou à l'échelle européenne. Moi j'insiste là-dessus. Je pense que la meilleure bonne expérience écologiste politique en France, c'est quand même Europe Écologie, en termes en tout cas avec de résultats électoraux. Et ça, c'est une question. Comment est-ce qu'on passe à un niveau où l'écologie est pertinente? Ça, je pense que c'est un point. Est-ce que c'est au niveau local, au niveau européen? Et pourquoi le niveau national est si compliqué, je tiens à le dire, y compris par rapport à ce qu'a dit Thierry de Dieu sur l'articulation entre le social dans des situations de crise d'emploi fortes, dans des situations de reconversion. Je voulais ensuite rebondir sur la question du progrès, qui est je vois le terme de camp des progressistes qui a été évoqué par Roberto, je vois la façon dont Anaïta a contesté le terme de progrès en disant au fond c'est un terme qui correspond à un modèle qui était le modèle industriel, qui est au fond un modèle qui est quelque part contradictoire, avec ce que nous voulons porter sur le plan écologiste, et je vois la façon dont aujourd'hui le terme de progrès, au fond quand on est effectivement dans une entreprise en restructuration sans emploi, il peut être utilisé aussi pour endormir les salariés et au fond être perçu comme une sorte de langue de bois. Donc ça, je pense que c'est intéressant qu'on regarde ce terme de progrès. Je voulais enfin, sur cette question de la résistance ou pas française à l'écologie, dire une chose, c'est que ce modèle français, que moi je connais bien l'intérieur, puisque je suis professionnellement, j'appartiens au monde des hauts fonctionnaires du ministère de l'économie, je pense que ce modèle français est un modèle français en crise, quelque part qui est dépassé, et qu'au fond, l'écologie et la transition écologique peut être une espèce de force pour transformer un modèle qui aujourd'hui est dépassé et qui est souvent invoqué pour dire qu'on ne peut pas changer et au fond pour justifier des résistances qui sont des résistances sociologiques et des résistances de pouvoir et de domination. Voilà, donc c'est comme ça que je voulais lancer le débat. Et puis je vous passe la parole. Quand vous prenez la parole, si vous pouvez juste vous présenter et puis évidemment donner votre point de vue et interpeller les intervenants que nous sommes. Voilà, donc je vous donne la parole tout de suite. Une première main s'est levée tout à l'heure.
Bonjour, Léon-Christophe Étilé, merci pour tous ces commentaires et toutes ces introductions. Moi, je voulais évoquer 2 ou 3 petits points par rapport à cette notion de transition. Moi, ce qui me semble ne pas avoir entendu jusqu'à présent, c'est de savoir ce qu'on doit bouger, ce qu'on doit bouger, effectivement, qu'est-ce qu'on peut garder. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on doit bouger? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de dire il faut tout bouger pour ne rien bouger au final? Et revenir sur cette question peut-être des avantages acquis, alors pas uniquement en tant que salarié dans une entreprise, mais aussi en tant qu'individu. Ça a été évoqué tout à l'heure avec les petits gestes, il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire peut-être, mais typiquement quand on se pose la question des avantages acquis, je m'en rends compte moi en étant militant sur plusieurs thèmes, notamment la mobilité, se déplacer à vélo, c'est un peu compliqué. De raconter qu'on peut se déplacer à vélo, c'est difficile. Regardez, on vous avait parlé tout à l'heure de l'approche culturelle, regardez une série télévisée ou un film télévisé où les gens se déplacent à vélo. Il n'y en a quasiment pas, c'est très rare. Et on considère que c'est normal de se déplacer en voiture. On peut considérer que c'est un avantage acquis. Donc, comment on arrive dans cette réflexion sur les transitions aussi, à se positionner, à se dire qu'est-ce qu'on garde, et est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut chercher à faire autrement, et dire oui, c'est peut-être plus compliqué de marcher. Entre parenthèses, on voit que les migrants ne se déplacent beaucoup qu'à pied. C'est la semaine de la mobilité, la semaine prochaine, ça peut nous interpeller aussi. Moi, ça ne fera pas. Et donc, de dire que se déplacer à pied, c'est compliqué, c'est plus facile de se déplacer en train, en voiture, etc. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut raconter la relation à la biosphère? Est-ce qu'on a tous la même vision à la biosphère, au vivant? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'on n'a pas des approches différentes par rapport au vivant, par rapport à la biosphère? Ça, je ne l'ai pas entendu. Alors, ça me donne l'impression que c'est un présupposé que tout le monde est d'accord, tout le monde a la même vision de l'écologie, la même vision du monde vivant. Est-ce que la relation à cet environnement qui se fait essentiellement par une voie scientifique, est-ce qu'elle est partagée par tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un ticket d'entrée pour accéder à cette relation à la biosphère? Ça peut être un élément important aussi à mon avis, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait cette même conviction, ce même partage. Et donc pour arriver effectivement à retravailler cette relation qu'on peut avoir avec les écosystèmes. Alors les écosystèmes, la nature, on le voit par rapport à l'économie circulaire, on utilise la nature, ne jette rien, ne perd rien, etc. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui se jouent à ce niveau-là? On va prendre une série de questions. Voilà, donc il y a une deuxième question. Pardon. Je peux laisser la place s'il y avait des tickets. Johan Eglotio, NS de Lyon. Je voudrais juste vous inciter au moment des argumentaires que ce débat soulève d'ici cet après-midi, de réfléchir ou de éventuellement ajuster ces arguments de telle sorte qu'on puisse reprendre quelques éléments de ce qui vient d'être dit pour le progrès. Je voulais juste vous rappeler que le vieux Darwin nous avait prévenu que lui, il ne pensait pas nécessairement en termes de progrès, mais il pensait plutôt en termes de progression. Je pense qu'on peut peut-être réfléchir comme ça aussi. Deuxième élément dans notre petite demande, c'est est-ce qu'on peut, lors des argumentaires, réfléchir à la pertinence du concept et de l'objet climat pour l'écologie politique en général et pour la question de la transition en particulier. Vous pouvez être un peu plus explicite? Je pense qu'on est tous emballés dans la problématique climat, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure clé pour. Bonjour, Antoine Valavray. Moi, je voudrais surtout interroger Aniata Grisoli, qui a sorti un truc qui, moi, me scotche. La société civile ne peut que se confronter de façon violente. Si. Bon, enfin, bon. Voilà, je ne sais pas comment reposer. Alors, je vais interroger la question de la violence, poser une question par rapport à son petit camarade à gauche. J'ai sous les yeux un badge qui dit « Quand le PS rétablira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes ». C'est Suzanne Georges, ça. Hein? C'est Suzanne Georges, attaque. Voilà, j'ai ça sous les yeux,
badge, hein, je le montre, hein, il était sur les listes Facebook hier. J'ai trouvé ça extrêmement délicat. Moi, je suis tout à fait d'accord pour interroger toutes les questions que pose Lucille sur le national, l'échelon, la difficulté. Simplement, et même le climat, si on n'est pas dans un climat d'arriver à, comment dirais-je, à faire que se cohabitent des positions différentes, il y en a qui peuvent penser qu'il faut le faire de façon violente, il y en a qui peuvent penser qu'ils peuvent le faire de façon non violente. C'est ça qu'on appelle le terme transition. Interroger le terme transition, c'est un terme qui a été mis en place il y a 30 ans par des gens qui s'appellent les créatifs culturels, et qui est un terme qui n'empêche pas qu'il y ait des formes de radicalisme ou des formes de discussion. Donc, se interroger si le terme est plastique ou pas plastique, moi je ne comprends pas du tout. Donc, est-ce que la question des résistances, que le sujet de cette table, c'est quelle résistance face à l'écologie? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances face à une transformation, comment dirais-je, des mentalités, des façons de faire? On parlait de se déplacer à pied, des difficultés réellement de modèles complètement différents du monde qui sont en nous, dans la façon d'aborder les problèmes, dans la façon d'accueillir du différent, d'accueillir effectivement d'autres positions. Donc moi j'interroge le fait qu'on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui, c'est un des problèmes, à accuser l'autre, que de regarder soi-même. Je dis c'est une difficulté. De quelle façon on va mettre les choses en dialogue de façon à trouver et à se mettre d'accord sur des solutions. Alors, il y a Jean-Paul Deléage qui a demandé la parole. Après, je vais redonner la parole à nos intervenants. Et ensuite, je reprendrai les questions et je vois que M. Antoine Valorel a suscité. Merci. Bien. Merci à tous aux intervenants. Une première remarque à propos de la violence. Je pense qu'il est difficile de s'engager ici, maintenant, dans ce débat. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous vivons dans un monde extrêmement violent. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. La question que je me pose, moi, depuis un certain temps, à propos de cette COP21, c'est que je lis beaucoup de textes très intéressants d'ailleurs, qui disent en gros tout viendra de la mobilisation de la société, de la convergence des luttes. Ça c'est une position qui est assez bien identifiée dans des ouvrages d'ailleurs très, très intéressants. Et la question se pose, me semble-t-il, si on pense ça, on ne voit pas du tout à quoi va servir la COP21. On ne voit pas du tout d'ailleurs pourquoi on se mobilise au moment de la COP21. Il me semble que la question est de savoir quelle est la relation entre ces mobilisations et puis ce qui va se passer à la COP21. On n'en sait rien. Enfin, on peut prévoir qu'il ne se passera pas beaucoup de choses. Ça, il ne faut pas être naïf, effectivement. Mais enfin, il faut réfléchir au fait que la question est de savoir quel lien peut-on établir dans la pratique entre ces mobilisations qui existent dans les faits, qui sont tout à fait importantes, et ces manifestations institutionnelles, internationales, qui se reproduisent périodiquement et où jusqu'à présent il ne s'est pas passé grand-chose. Mais la question est là, et la difficulté est là. Sinon, je ne vois pas très bien d'ailleurs à quoi ça sert de discuter. Voilà, je vous remercie. Bon, on va donc redonner la parole. Ensuite, on reprendra un jeu de questions. Parce que je crois que là, il y a déjà pas mal de choses. Donc, on va essayer de répondre de manière un peu courte, évidemment. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, en fait. C'est ça qui... Bon, ça va. Voilà, donc je donne la parole de nouveau à Anaïta. Donc, voilà, on essaye de répondre assez brièvement. Et au fond, plus que... Je vais faire un truc un peu non violent, je veux dire que plus que d'aller dans une conflictualité ou dans le frontal, essayer de voir au fond comment on partage certaines questions, mais sans doute chacun avec nos obsessions différentes. Je pense que chacun a aussi sa manière, son obsession centrale en fait quand il est écologiste, et qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas penser qu'on n'est pas d'accord entre nous, alors qu'en fait on voit les choses, sans doute on les articule différemment. Je réponds à mon voisin de gauche tout à l'heure. Non, c'était l'autre.
Je vous réponds d'abord sur la question des grands projets dits inutiles à imposer. Moi, mon travail, c'est d'étudier les modalités du conflit social et pas d'en être fanat ou pas. Vous parlez de personnes démocratiquement élues, je pense que c'est vraiment intéressant ce point parce que de fait, le conflit oppose des personnes démocratiquement élues à d'autres personnes démocratiquement élues, puisque toute la Val de Souza en l'occurrence est dirigée par des listes civiques depuis mars dernier, qui en fait s'opposent très clairement au mouvement, enfin qui s'opposent très clairement à la construction du Lyon-Turin. Je conçois tout à fait que la CGT et la CFDT aient une position très très délicate sur cette question du Lyon-Turin, puisque de fait, comme on a pu le voir dans le numéro mouvement qu'on a consacré au syndicalisme et à l'environnement il y a quelques mois, finalement c'est très difficile en France de penser ce mouvement-là et cette relation au Lyon-Turin pour des raisons que je vous passerai ici. Mais ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il n'y a qu'en France, ou en tout cas essentiellement en France, que cette relation entre syndicalisme et environnement a l'air de se passer de manière aussi difficile, puisqu'on a beaucoup d'autres exemples internationaux, que ce soit dans des pays extra-communautaires ou non, où finalement on arrive à problématiser les questions de santé et d'environnement en termes de droit du travail, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, notamment sur le Lyon-Turin par exemple, qui en fait sont de l'ordre du droit du travail, notamment sur les conditions de travail des personnes, et finalement, au lieu de faire le jeu de l'État en opposant lutte environnementale et lutte sociale, arrive à mettre les combats et à faire ce travail de convergence dont parlait le monsieur tout à l'heure. Ensuite, sur la transition, qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on ne change pas, je vous remercie d'avoir souligné cette question, en fait d'avoir précisé cette question du travail individuel et de son articulation avec les politiques publiques, notamment à plusieurs échelles telles que ça peut avoir lieu. Vous avez pris le cas des déplacements. Effectivement, si tout le monde prend son vélo, ou si beaucoup de personnes à Paris notamment utilisent le vélo, et que la mairie de Paris, quand elle met en place une journée sans voiture si limitée que ça, oui, effectivement, ça fait rire les militants du déplacement et des modalités douces de déplacement. Et en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc la question, c'est plus à quel cadre on s'adapte quand finalement on a l'impression que les mesures prises sont si faibles que ça devant des engagements militants qui sont individuels ou collectifs, mais beaucoup plus importants et beaucoup plus radicaux. Que cela, vous avez tout à fait raison aussi quant aux différentes approches du vivant. Il y a effectivement des travaux qui montrent ça très bien, des travaux sur notamment les différents types de perception de la biodiversité. Je pense à une piste qui en ce moment est dégagée au Muséum d'Histoire Naturelle sur ces questions de comment on perçoit la biodiversité en fonction de qui on est dans la société, de quel métier on exerce, en fonction de variables très quantitatives, bêtes et méchantes, mais aussi de modes d'action et d'émancipation qui sont effectivement tout à fait particuliers. Sur la question du progrès et de la progression, effectivement, je peux qu'abonder dans ce sens-là, c'est comme l'objectivité et l'objectivation, effectivement, ce sont des idéaux vers lesquels on pourrait tendre et qui peuvent revêtir plusieurs sens. Par contre, sur le climat, effectivement, c'est quelque chose pour lequel je serais prête à militer, sur l'effet un peu l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, quand on parle du climat, on ne parle pas d'autre chose, et on peut, déjà, il y a certaines manières de parler du climat. Je pense que parler du climat, tel qu'on pourra en parler lors de la COP21, c'est aussi éluder des questions qui seront heureusement traitées dans le colloque sur l'Anthropocène, des questions de qui a produit, en fait, historiquement, les conditions du réchauffement climatique et qui continue à les produire, quels sont les pays, les acteurs, les personnes. Dans l'ouvrage de Christophe Bonneuil et Fressoz, on parle en fait d'anglo-anthropocène, c'est-à-dire finalement en attribuant à très peu de personnes sur Terre la culpabilité, la cause, la raison, enfin un peu moins comme on veut, de ce réchauffement climatique, et c'est effectivement extrêmement neutralisant que de poser le débat en ces termes, mais je pense que c'est peut-être ça qui peut être à juste titre critiqué dans toutes les instances qui se dérouleront avant ou après, impliquant différentes personnes. Je vais vite... On peut se répartir les questions. Oui, d'accord. Ah oui, dernière, non, sur les créatifs culturels quand même. Effectivement, je pense qu'une des caractéristiques, parce qu'en plus il se trouve qu'avant j'ai travaillé sur justement des gens qui se proclament créatifs culturels, effectivement, et dans ce combat-là, dans celui de la transition plus précisément, la question du rapport au capitalisme et le fait de l'évoquer ou non est généralement un point assez délicat, et je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait discuter longuement sur est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas, et quand on n'en parle pas, qu'est-ce que ça veut dire que de le faire taire. Voilà.
deux choses. Jean-Paul Deléage s'est demandé de quelle façon les luttes peuvent influencer les choix publics. Parce que, alors, je crois que c'est une question décisive, que c'est une question qui ne regarde seulement la COP 21, naturellement, que c'est l'une des questions clés par rapport à l'élaboration et à la réflexion de l'écologie politique. Je l'ai dit, je le répète, je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Je crois que l'écologie politique doit aussi, dans ce monde, dans le monde où nous vivons, se faire sujet politique autonome, en cherchant toutes les alliances qui sont nécessaires, mais gardant son autonomie, sa spécificité, son identité, parce que sinon la possibilité d'obtenir des résultats, de changer de modèle de développement seulement à travers les initiatives citoyennes est une illusion. Absolument une illusion. Une deuxième chose à propos du thème qui a été proposé par Didier, du rapport entre social et environnemental. Je pense que c'est un thème important et que c'est un thème qui a un rapport assez strict avec le thème du progrès. Alors, qu'est-ce que c'est le progrès? Si le progrès est l'espoir du futur, je crois que les écologistes ne peuvent pas renoncer à se dire progressistes. Cette discussion me rappelle des mots qui disaient il y a 20 ans un grand intellectuel européen, un grand écologiste, un grand vert qui s'appelait Alexander Langer, qui a été le fondateur des Verts italiens, qui s'est suicidé en 1995 près de Florence, et quelques semaines avant sa mort, Langer disait dans un discours qu'il a tenu dans la ville italienne d'Assise, disait que l'écologie implique le passage de la maxime olympique Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus haute, plus fort, que symbolise le mode de vie compétitif dont nous nous inspirons depuis des siècles, à la maxime opposée, Lentius, Profundius, Suavius, plus long, plus profond, plus suave, sur laquelle il sera possible de fonder un projet réaliste visant la réconciliation entre l'homme et les écosystèmes. Mais dans le cas de Langer, ça c'est très important selon moi, contrairement à beaucoup d'autres intellectuels engagés et contrairement aussi à la plupart des partisans de la soi-disant écologie profonde, cette vision très radicale n'avait rien d'aristocratique, d'élitiste. Pour réaliser une conversion écologique de la société de l'économie, voici selon moi son enseignement le plus actuel, il faut qu'elle soit socialement souhaitable. Sinon, elle est condamnée. Socialement souhaitable pour la majorité des personnes. Et alors, les écologistes, les vertes, pour vaincre leur bataille démocratique, doivent proposer des solutions de changement très concrètes qui soient en mesure de répondre aux besoins et aux aspirations des femmes et des hommes, en dehors de toute mythologie qui a eu citoyenneté dans les cultures écologistes, il faut le dire, d'un homme nouveau, écologique, à modéler en suivant les indications d'un cénacle de sages. Alors je pense que ce mot de Langer sont très, très actuels et je crois qu'aujourd'hui, nous, les écologistes engagés dans l'initiative citoyenne, les écologistes engagés dans la politique institutionnelle, doivent les rappeler sans cesse, parce que la possibilité de surmonter en effet les résistances à l'écologie selon moi est tout en cet enjeu. Merci. Oui, plein de choses dans ce débat passionnant. Peut-être partir de la question
de la singularité du climat. Est-ce que le climat, c'est l'arbre qui cache la forêt? Pour avoir beaucoup réfléchi sur la question, il me semble que le climat, c'est le sujet qui conditionne tous les autres. C'est-à-dire que si on ne résout pas le problème de l'urgence climatique, tout le reste ne sera que chimérique. Le mot qui, pour moi, est déterminant dans tout ce que le GIEC a pu nous dire, c'est le mot irréversible. C'est-à-dire que le jour où on aura franchi le moment du non possible, du point de non-retour, c'est-à-dire que prenons les choses par l'absurde, laissons le pôle Nord complètement fondre, et puis on va constater qu'est-ce que ça peut signifier en réalité sur la vie des gens, les grands drames qui vont se préparer, et puis on se dit, ah oui, non, c'était une bêtise, on va revenir en arrière, on va permettre que le pôle puisse de nouveau devenir une banquise, etc. Ça ne sera pas possible. Je crois que c'est ça qui est important, c'est le caractère irréversible de ce qui se passe autour du climat. Et c'est pour ça que j'axe mon action très fortement sur l'urgence climatique. Alors en même temps que le climat est un sujet en lui-même, c'est un sujet qui touche à l'immensité de ce qui a trait à la vie de l'homme sur Terre. Parce que ça touche aux questions de développement, parce que ça touche aux inégalités, parce que ça touche à la vie du quotidien, parce que ça touche à d'éventuels grands malheurs de migration massive de réfugiés climatiques à venir. Voyons un peu quand même ce que ça veut dire, par exemple, pour un pays comme le Bangladesh, où 70% du territoire pourrait se retrouver englouti d'ici la fin du siècle si l'élévation des mers était trop importante. Un pays de 100 millions d'habitants, enfin, vous voyez ce que ça peut signifier. Donc cette question du climat est, je crois, celle qui conditionne tout le reste. Et donc, à quel moment est-ce qu'on essaie de traiter ces questions-là? C'est dans les grandes conférences internationales. Le système international tel qu'il existe aujourd'hui sous l'égide de l'ONU est largement imparfait, mais c'est le système des États-nations, ça a été légèrement abordé, je ne sais plus par qui, tout à l'heure, de manière, je dirais, presque précise. Cette question du dialogue entre les États, qu'est-ce que ça veut dire les États-nations aujourd'hui? On peut se poser la question, sauf que la réalité, c'est comme les États-nations dans un monde globalisé qui vont prendre des décisions de ce qu'il faut faire. Il y aura accord ou il n'y aura pas accord, et donc, est-ce que je ne vois pas bien, quand on va jusqu'au bout du truc, c'est à supposer demain que la Chine décide de ne pas être vertueuse en matière climatique, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens que la communauté internationale pourrait avoir de rétorsion vis-à-vis de la Chine pour la conduire sur une politique vertueuse? Donc ça ne fonctionne pas. En quoi est-ce qu'on a besoin de ces grandes conférences internationales? Moi je suis persuadé que la pédagogie collective qui s'exerce à l'occasion des débats qui précèdent ces grandes conférences est largement facteur de progression. Je suis, quand on regarde l'évolution des politiques en dehors de tout accord international contraignant, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe, on voit bien que de plus en plus, il y a des volontés et des concrétisations de changement de modèle ici ou là. Alors, pas à la hauteur de ce qu'il nous faut, pas encore de nature à sauver la planète, mais malgré tout, on est bien sur une tendance, et je pense que cette tendance est la conséquence du débat international tel qu'il existe. C'est la conséquence des études qui sont faites par le GIEC et des rapports qu'ils produisent. Je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas au lendemain qui chante, je crois à une évolution progressive des affaires, et je crois que cette évolution progressive, elle nécessite l'implication de tous. Alors, je ne m'illusionne pas non plus sur une surdimension de l'importance de la société civile, mais quand l'ensemble des citoyens individuellement et regroupés ici ou là dans différentes associations de différents univers vont tous dans le même sens, à un moment donné, les responsables politiques ils sont obligés d'entendre quand même. Donc je crois qu'il faut qu'on maintienne ça, et c'est pour ça que, et je terminerai peut-être avec cette précision-là, je soutiens complètement Alternativa et toutes les initiatives qu'ils prennent, parce que je trouve que ce que fait Alternativa, d'aller à la rencontre des citoyens pour montrer ce que sont les alternatives au modèle de développement actuel, est fantastique. Et en même temps, nous n'avons pas signé leur appel, parce que leur appel a comme en tête, changeons le système, pas le climat. Je ne partage pas ça, parce que
rien ne me dit que changer le système va changer le climat. S'ils avaient dit, pour changer le climat, changeons de système, c'est autre chose. Vous voyez, mais on a quand même quelque chose d'important, parce que, et je terminerai vraiment là-dessus, c'est le droit à se développer des pays les moins avancés, et quelque chose qui est sur la table. Il y a, à la fin de ce mois-ci, la semaine prochaine à New York, l'adoption des objectifs de développement durable. C'est de ça dont il s'agit quand même. C'est comment est-ce qu'on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on réussit à aller vers une économie décarbonée, et en même temps permettre aux pays les moins avancés de pouvoir se développer, parce que c'est aussi à leur tour, quoi. Et donc c'est pour nous, pays riches, véritablement changer notre modèle de manière profonde, et pour les pays les moins avancés, leur permettre un développement qui ne passera pas par les énergies fossiles, ne pas faire avec ceux qui doivent aujourd'hui entrer dans le développement ce qu'on a laissé faire à la Chine ou à l'Inde. Moi, je vais dire 2 mots, non, je passe la parole bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui court quand même dans la table ronde et dans la salle, qui est autour de la question démocratique et du lien entre la démocratie et l'écologie, avec la difficulté, évidemment, quand Thierry a dit au fond, Lyon-Turin, la question c'est qu'il y a des instances démocratiquement élues, et en même temps, ça a été dit par Roberto, on est dans une crise démocratique, ça a été dit aussi par Anaïta. Personne ne nie le fait qu'aujourd'hui la démocratie, à travers les institutions, donne un sentiment de profond déni démocratique très souvent. Donc la question à laquelle nous sommes confrontés par rapport au projet écologique, c'est comment est-ce qu'on associe ce projet écologique, qui est un projet de complexité et de transformation du système, à des institutions démocratiques qui, quelque part aujourd'hui, fonctionnent dans le sens d'une conservation du système. Je voudrais qu'on échange autour de cette question. Et puis, je voulais, pour ne pas être longue, dire ce qu'il faut changer et garder. Je pense que c'est une excellente manière de le dire, même si on est plutôt, comme ça a été dit aussi par rapport à l'idée de la progression, sur des processus et non pas sur des choix qu'on fait à l'instant T. C'est-à-dire moi, je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de garder ou de changer aujourd'hui. Enfin, je sais ce que je veux changer et garder aujourd'hui, mais ça n'est pas ça qui veut dire quelque chose sur la perspective définitive ou dans le temps. Je crois que si je voulais changer quelque chose, c'est certainement notre relation au temps, c'est-à-dire que je ne peux plus supporter cette société d'infidélité et du tweet, je le dis même si la Fondation fait des tweets, qu'on nous vend aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose dans l'écologie qui est quelque chose de l'ordre de l'opiniâtreté, de la difficulté à changer le système, et ça je pense que c'est un point essentiel. Et quand j'entends Roberto dire qu'ils ont fait un peu plus de 1%, mais qu'ils ont créé un mouvement, et que ça va changer les choses, je trouve que c'est très intéressant, parce que ici, par exemple, chez les écologistes français, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on voudrait quelque part peut-être obtenir tout de suite des positions institutionnelles sans se confronter à la réalité de la difficulté institutionnelle à changer le système. Donc moi, je crois que ça par exemple, c'est si je voulais changer quelque chose, c'est souvent notre attitude psychologique par rapport au pouvoir et à la façon dont il faut le conquérir. Mais je crois que mettre de côté la question institutionnelle, ce qui pouvait être compris ainsi, Anaïta, dans ton intervention, c'est quelque chose qui me semble dangereux, parce que sinon, si on la met complètement de côté, on abandonne cette question institutionnelle à d'autres, et je crois que là, les leviers de transformation du système sont profonds. En ce sens, je pense que ce qui se passe en Allemagne est assez intéressant, parce qu'il y a des discussions sur des contenus de projets, et non pas sur des contenus simplement électoraux. Et donc je crois que la question démocratie-écologie, c'est bien de relier de nouveau la question du projet, la question sociale, et là-dessus ce qu'a dit la CFDT sur la transition juste, me semble un élément très important, je pense que c'est un concept politique même, et puis la façon dont on associe désormais démocratie et complexité, locale et Europe, et dont on dépasse ce cadre national. Voilà, donc, non parce que je passe la parole, mais tu réponds ensuite, bien sûr. Je passe la parole à Jean-Philippe. Jean-Philippe Lamien. Je ne sais pas s'il faut que je donne ce micro qui fonctionne. Bonjour, je m'appelle Jules Hébert. Moi j'avais justement cette question de la démocratie qui me manquait dans votre débat, donc c'est bien qu'elle vienne maintenant, et notamment par rapport aux nouveaux projets inutiles et imposés. Moi je pense que ces nouveaux projets inutiles et imposés sont peut-être des projets qui ont été adoptés de manière démocratique, mais la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle démocratie? Est-ce que c'est pas une démocratie qui est fatiguée? Est-ce que c'est pas une démocratie où il y a de la méfiance? Quand on regarde un peu les indicateurs par rapport à la confiance qu'on a dans les hommes politiques aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi considérer dans ces protestations.
et puis aussi parce que ça vient d'un niveau local, et que je pense que les gens qui protestent savent aussi souvent de quoi il s'agit dans ces endroits-là, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important et qu'on n'a pas forcément beaucoup évoqué ici, c'est revenir aux gens, revenir aussi à ce que pensent les gens sur le terrain et à ce que pensent les gens dans leur vie quotidienne aussi, pour faire une écologie politique qui soit concrète et réaliste, parce que c'est en méprisant en fait ces considérations très quotidiennes peut-être qu'on n'arrivera pas aussi à entraîner dans le mouvement une écologie, enfin à faire une écologie qui soit socialement souhaitable justement, comme vous disiez. Et juste pour revenir sur l'Allemagne, je trouve ça aussi, c'est un exemple très intéressant parce que c'est un pays où l'écologie politique, c'est aussi la liaison entre un parti politique, mais un réseau d'ONG et connecté avec la société civile qui est très important. C'est ça qui fonde le parti écologiste allemand. Et c'est ça aussi qui fait peut-être que la société allemande est beaucoup plus sensible aux questions écologiques, et beaucoup plus mobilisée sur ces questions-là, et que le modèle politique allemand fonctionne beaucoup mieux avec ce véritable écosystème d'acteurs engagés autour de l'écologie. Voilà. Oui, je vais passer la parole tout de suite, mais ce que dit Jules suscite une question. Je voulais revenir sur la question du partage de constats et ce qu'a dit Thierry Dediot tout à l'heure concernant la légitimité des acteurs. Vous avez parlé effectivement du réflexe des syndicats, interpeller les ONG qui se sont invités dans le débat sur des questions sociales et des questions environnementales, disant ils représentent combien d'électeurs. Donc on aura peut-être quelques minutes après pour poser la question à tous les intervenants. Qui est le lecteur légitime sur ces questions? Qui est l'acteur qui peut dire, qui peut chercher et qui peut transmettre les informations? Il y a les ONG, il y a les syndicats, il y a une fondation comme celle qui organise ce débat. Est-ce que les outils comme ce débat aujourd'hui libre dans lequel on essaie de réagir en fait au fur et à mesure des interventions des uns et des autres est un outil? Ça serait intéressant qu'on revienne sur ce point-là, même rapidement après. Donc Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Magnien, je suis élu régional écologiste en Pays de la Loire, et il se trouve qu'en Pays de la Loire, il y a un grand projet inutile imposé, que vous connaissez tous, qui s'appelle l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc je vais prendre un exemple concret pour illustrer mon propos, surtout parce que je suis dans l'institution régionale et que je suis en même temps écologiste, et à la fois dans l'institution contre ce projet et auprès des gens qui mènent la lutte dans la société civile sur le terrain. Et je crois que la question qu'il y a derrière, si j'arrive à prendre un peu de recul, et à objectiver au maximum, même si c'est très compliqué pour moi, avec mon positionnement, c'est la question de la légitimité démocratique aujourd'hui, par rapport à la question que vous évoquiez sur est-ce qu'il est inutile, est-ce qu'il est imposé. C'est qu'aujourd'hui, la question de fond, c'est ce projet a été décidé par ceux qui ont été élus, enfin la majorité de la décision a été prise par des gens qui ont été élus dans les institutions, au Conseil régional, au Conseil général, dans les collectivités locales, voire au gouvernement, puisque c'est un projet d'État qui va être décidé au final ou pas par le gouvernement. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est quelle légitimité on accorde dans le processus de décision sur un projet. Il y a eu une enquête publique, il y a eu un débat public. Le seul problème qu'il y a derrière, et ça rejoint ce que disait Sylvia là, c'est sur quels indicateurs, sur quels critères ce débat public s'est fondé. Et aujourd'hui, les experts sont de quel côté aussi à un moment donné. Et dans ce débat, il y a un atelier citoyen qui s'est créé par exemple autour de la remise en cause des éléments conclusifs de l'étude publique, c'est de l'enquête publique, pardon, et qui dit aujourd'hui, un des éléments qui n'a pas été étudié, c'est l'optimisation de l'existant. Et l'optimisation de l'existant a été le premier principe qui est sorti de l'étude qui a mené le rapport Duron, la commission 21, sur les infrastructures sur le territoire français. Et là, ce principe-là est complètement nié dans l'étude de la pertinence ou pas de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc l'atelier citoyen dit, nous demandons à ce que nous revoyions et que nous abrogeons la déclaration d'utilité publique pour relancer une enquête publique avec l'ensemble des positions autour de la table. Et donc ça pose la question de la légitimité démocratique entre la démocratie représentative et cette démocratie plus participative, et dans quel espace elle se confronte. Et là, moi je reviens et je conclurai juste sur ce point, c'est que moi ce que je constate en tant que vice-président d'une région minoritaire sur ce projet dans ma majorité régionale, c'est que, alors qu'on parle souvent de l'état de droit et qu'on nous le rétorque quand on s'oppose au projet de Notre-Dame-des-Landes, je pose la question du droit.
où est cet état de droit aujourd'hui dans ces contestations-là? On est arrivé à un point où on se pose même, nous, la question alors qu'on est dans une institution. Et où est la violence, du coup? Désolé de revenir, mais pour des écologistes, c'est un peu dur de parler de la violence, parce que nos valeurs principales, c'est la non-violence, mais on est confronté quand même à ce débat sur la violence dans une société violente, où on parle souvent des violences urbaines, des violences des luttes, dont certaines, effectivement, peuvent être préjudiciables pour la démocratie, mais on parle rarement de la violence institutionnelle. Quelle violence institutionnelle pour imposer des projets comme ceux-ci, qui n'ont pas fait l'objet de véritables débats démocratiques partagés sur un certain nombre de critères. Et si on prend Notre-Dame-des-Landes, c'est assez malheureusement représentatif ou illustratif de ce que je vais appeler, je vais être un peu provocateur, le mensonge d'État. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de façon très objective, par l'étude de certains points, un projet qui est bancal parce qu'il a menti à la population pour des considérations qui sont des considérations généralement plutôt de lobbying, et notamment là dans le cas présent de promotion immobilière sur l'agglomération de Nantes. Donc voilà, ça c'est complexe. Je parlais de système complexe, c'est complexe, et comment on fait rentrer ça dans un espace démocratique de débat, c'est compliqué. Donc là, et qui a raison, qui a tort, et bien là c'est aussi. Et moi je voudrais revenir sur la question du paradoxe qu'a évoqué M. Della Seta et que vous avez vous-même évoqué aussi, qui est qui est la faiblesse des partis politiques écologistes, alors que, semble-t-il, l'opinion soit favorable aux thèses écologistes et qu'on ait de grandes réalisations, comme en Italie, ça nous a été évoqué, en Allemagne et en France aussi. Je me demande si la question n'est pas liée au fait qu'il existe, et ça nous ne le percevons peut-être pas très bien, mais qu'il y a une idéologie institutionnelle écologiste qui porte un nom, qui s'appelle le développement durable, qui est inscrit dans notre Constitution en France, qui est une politique qui est à la base des politiques européennes, des politiques internationales, l'ONU. Il ne faut pas oublier que la COP21, c'est une conférence des parties d'un traité européen, d'un traité international, géré par l'ONU. Et donc finalement, le véritable problème que peut-être se pose le citoyen, c'est si nous sommes engagés dans cette politique de développement durable, sur lequel, grosso modo, tous les partis politiques sont d'accord, et qui repose, là aussi c'est une question sur le capitalisme que vous avez posée, qui repose sur la permanence, la pérennité de la société marchande, et d'un certain progrès, d'une certaine progression. Donc, quand le citoyen perçoit ça, peut-être qu'il se dit, mais quelle est l'utilité d'avoir un parti politique écologiste, puisque tout se passe dans ce cadre institutionnel qui est le développement durable. Mais moi, je me demande, puisque l'on parle de transformer la société, comment on peut Guy Evra, moi je suis un citoyen ordinaire avec une petite activité politique locale, mais je m'intéresse fortement à ces sujets. Donc je me demande, puisqu'on parle de transformation de la société, et ça m'intéresse comme chef évidemment, comment on peut le faire sans nous aborder de manière explicite l'analyse des responsabilités du système. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot capitaliste, alors je vais quand même le prononcer. Bon, effectivement. Bon, donc, et surtout du pouvoir qui va avec. Ça, on l'a un petit peu abordé dans les questions démocratiques, le pouvoir financier, bon, on ne va pas en faire le résumé, mais je dirais que l'exemple de la Grèce montre bien comment la réalité du pouvoir s'affranchit, ou en tout cas saute des obstacles qui sont institutionnels et démocratiques. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire un projet de société sans revenir à cette analyse critique explicite du système actuel. Alors, on peut le faire avec différents outils, avec différents arguments, avec l'outil marxiste, mais pas forcément. Mais je pense qu'on ne peut pas s'en dispenser dans une volonté de transformer la société. Je voudrais dire une petite chose à propos du thème de la démocratie. Alors, je crois qu'il ne serait pas juste
mettre en alternative la démocratie représentative et l'initiative citoyenne. Je pense que, bien sûr, la représentance est indispensable, mais je pense aussi que la représentance sans initiative citoyenne aujourd'hui peut amener à des situations de conflit entre la politique et les citoyennes. Je porte des exemples. Alors, en 2011, quand en Italie, il y a eu le référendum sur l'énergie nucléaire, on décidait sur un sujet sur lequel le Parlement, avec 65, j'étais dans le Parlement, je le rappelle bien, dans le Parlement, 65% des élus étaient favorables à l'énergie nucléaire. Dans le référendum, 90% des électeurs, y compris une grande partie des électeurs de la droite italienne, les noms, c'est clair, ont dit qu'ils ne voulaient pas l'énergie nucléaire. On peut dire la même chose à propos de nombre d'autres situations, de nombre d'autres conflits locaux ou nationaux. On a parlé du problème de la ligne de chemin de fer Turin-Lyon. Alors vous savez, en Italie, presque 100% des élus est favorable. Mais tous les sondages disent que si aujourd'hui en Italie il y a un référendum sur ce sujet, la moitié des Italiens répondra que la ligne Turin-Lyon est inutile, est dangereuse pour l'environnement, etc., etc. Alors, je crois que le problème aujourd'hui est de trouver des façons efficaces d'intégration entre les deux niveaux, mais je suis d'accord avec qui disait qu'on ne peut pas faire confiance absolue aux décisions des institutions représentatives par rapport à thèmes sur lesquels il n'y a pas eu un débat public vrai, un débat public fondé sur la possibilité pour tout le monde de dire, de porter ses réflexions, porter ses valutations. Alors, je crois que ça aussi c'est très important. Oui, très rapidement, je suis d'accord avec la réflexion de Jules sur la démocratie vieillissante, le système que l'on a, et je mettrais ça en lien avec ce qu'a dit, pardon, j'ai oublié votre nom, l'élu de Pays de la Loire, Magnin, c'est ça, d'accord. Au-delà du fond du dossier de Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce que ça signifie qu'un projet qui a été initié il y a 40 ans soit encore en débat aujourd'hui, d'un point de vue démocratique? Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est absurde, au sens que la réalité du bassin où est prévu le projet a complètement évolué en 40 ans de temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, une démocratie qui est infoutue d'arrêter une décision définitive en 40 ans de temps? Ça, c'est un véritable souci, parce que ça veut dire qu'on remet sans arrêt la décision, quelle qu'elle soit, à des débats futurs, avec des légitimités des acteurs à chaque fois renouvelées, et on ne peut pas contester que ceux qui s'expriment aujourd'hui contre Notre-Dame-des-Landes n'ont pas une légitimité à le faire. Donc on se retrouve dans un espèce de blocage. Donc je crois que c'est ça dont on souffre véritablement aujourd'hui dans notre démocratie. Après, moi je fais partie de ceux qui considèrent, jusqu'à preuve du contraire, que la seule façon d'avancer, c'est quand même, quand on est dans une démocratie représentative, que les décisions qui sont prises soient mises en œuvre, parce que sinon on n'avance pas, quitte à ce qu'on sanctionne ceux qui l'ont fait, mais c'est ma vision des choses. Et enfin, concernant l'écologie politique, je me mets dans la peau d'un citoyen. Je me sens personnellement, et là c'est pas mon organisation que j'engage, très proche de l'idée de l'écologie politique. Mais je m'y retrouve où dans ce pays? Est-ce que c'est dans le spectacle que m'offrent les Verts aujourd'hui lorsqu'ils sont en université d'été? Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour un citoyen d'observer le discours autour de l'écologie entre Maud Fontenoy qui explique que les gaz de schiste c'est bien, et puis les écologistes qui disent qu'il n'en faut surtout pas, et ils ont bien raison, mais on voit bien qu'aujourd'hui,
le citoyen qui voudrait se sentir concerné par un projet d'écologie politique en France, il n'a pas d'espace. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je ne m'y retrouve pas aujourd'hui, personnellement. Et là, encore une fois, c'est pas mon organisation que j'engage, c'est Thierry Dedieu à titre de citoyen, qui se sont très concernés par la question, mais sur ce débat-là, sur ces sujets-là, moi, je ne sais pas où aller. Hein. Oui, très rapidement, je pense que je me suis fait mal comprendre quant à mes souhaits. J'ai pas de souhait particulier, et en plus, je pense que ce que je voulais dire, c'était que souvent, quant à la démocratie, les militants appellent de leur vœu que la démocratie soit à même de s'exercer selon ses propres principes et de mettre en œuvre vraiment ses propres principes. Et malheureusement, on semble oublier souvent qu'il y a d'autres dynamiques dans la société que la démocratie, en tout cas le mythe auquel on voudrait croire, et pas seulement le fonctionnement et le mécanisme des institutions, et notamment le marché par exemple. Et quand vous dites que tous les pays du monde essayent de faire au fil des COP des efforts, ou en tout cas se démarquer même si... Donc, en fait, on est dans une espèce de rhétorique morale où on a l'impression qu'ils essaient de faire des efforts mais c'est difficile. Comment se justifie un fait comme Yasuni par exemple, où l'Équateur, donc un des pays les moins avancés, enfin je ne sais pas si on le classe là-dedans dans un autre type de classement, toujours est-il qu'un pays qui propose un remboursement d'une partie de sa dette en échange du fait de ne pas polluer, donc en fait d'être financé pour ne pas polluer, quand le marché des grandes entreprises pétrolières finalement en vient à récupérer cette réserve-là, ça devient emblématique d'une non-volonté nationale et capitaliste, donc malheureusement on est obligé de dire comme ça, de ne pas s'engager, une non-volonté de s'engager pour la lutte contre le réchauffement climatique. Moi je ne vois pas du tout comment on justifie ça. Il y a des exemples, à Yasuni c'est le symbole, mais il y en a des centaines. Je veux dire, prenons le cas des éoliennes dans un pays sous embargo comme l'Iran, que personne ne tend à favoriser, alors même que c'est le seul secteur de marché qui n'est pas sous embargo, des éoliennes qui iraient dans le sens de l'énergie renouvelable. Enfin bon, j'en passe, parce que vraiment, dans les mesures concrètes, je ne les vois pas, et j'ai toujours l'impression que d'autres dynamiques prennent le pas sur, effectivement, le cadre national de la démocratie, mais également le cadre principal des grandes institutions internationales, dont, encore une fois, les actions demeurent assez lointaines des prédictions ou des croyances, parce qu'encore une fois, je pense que ça ne joue pas en termes de croyances ou de désir, mais vraiment, tout simplement, de réflexion et de programmes politiques concrets. La légitimité des élus, effectivement, la question de la légitimité est très importante. Je pense que la connaissance, là, précise des mécanismes, et vous l'avez souligné, des mécanismes décisionnels qui font que quelque chose se passe ou non. Le cas de Notre-Dame-des-Landes est particulier parce que ça se joue à l'échelle nationale. Mais le cas du Lyon-Turin a été décidé et projeté et pensé par la commission transeuropéenne des transports qui, selon ce que je sais, n'est pas une institution élue démocratiquement, avec des europarlementaires qui auraient été l'émanation du vote des citoyens européens. Donc, en fait, je ne sais pas, effectivement, je pense que c'est nécessaire de comprendre à chaque étape du processus qu'est-ce qui est pensé comme l'émanation directe de la démocratie représentative et qu'est-ce qui ne l'est absolument pas. Je veux dire, vous-même, élu dans un gouvernement où le président du Conseil a été quand même parachuté par l'Union européenne, on avait fait l'expérience. Donc voilà, je m'arrête. Merci Anaïta. Alors je vais dire quelques petits mots de conclusion parce qu'on doit tenir nos horaires. Moi ce qui me semble, c'est qu'à travers ce qui a été dit là, je crois que la question de l'élaboration d'une culture commune entre des milieux, ça m'a frappé ce que disait Thierry Dedieu sur le fait qu'il avait beaucoup appris depuis qu'il participait à la coordination Climat 21 en tant que syndicaliste par rapport aux ONG. Je rappelle que c'était aussi un des apports du Grenelle de l'environnement que de faire dialoguer entreprises, ONG, représentants de l'État, et donc il y a quelque chose qui se passe aussi quand des milieux qui sont habitués à discuter entre eux dans l'entre-soi et en parallèle et avec le vocabulaire qui leur appartient se mettent à discuter, y compris dans une forme au départ de débat qui peut être conflictuel, mais qui réussissent à trouver quelque part un vocabulaire commun, une feuille de route et une perspective commune. Donc je crois que cette élaboration de culture commune, alors est-ce que je dirais que c'est particulièrement difficile en France? Je n'en sais rien, au fond. Je suis française et ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser la France par rapport à l'écologie, l'Europe, l'Italie aussi bien, mais je crois que ce que disait Roberto sur la culture commune, en créant un mouvement avec des personnes qui viennent d'horizons très divers et qui ont quelque part eu des cheminements différents
mais qui arrive à une culture commune, c'est quelque chose d'important. J'allais dire qu'à la Fondation de l'écologie politique, entre Catherine Larère, philosophe, professeur des universités, Sylvia Marcon, qui vient du WWF, et moi qui viens du milieu des technocrates, on essaye d'élaborer une culture commune, et c'est quelque chose qui, je crois, peut essayer de répondre à la question de la légitimité que posait Sylvia, qui est qu'au fond, aujourd'hui, il y a une bataille de légitimité assez permanente. C'est-à-dire que les ONG disent c'est moi qui suis légitime, les hauts fonctionnaires disent c'est moi parce que je suis compétent, etc. Et moi, je pense qu'il faudrait abandonner la bataille de légitimité pour aller vers cette question, la perspective de culture commune, pour que le projet écologiste donne le sentiment de ne pas être en permanence en miettes. Je crois que le sujet, c'est que c'est un puzzle dont aujourd'hui les morceaux ont du mal à coller ensemble, souvent parce que chacun dit c'est moi qui suis au centre du puzzle et je vais vous expliquer comment l'organiser. Donc, si on veut aller vers des dynamiques de transformation importantes, il faut vraiment faire en sorte de trouver cette culture commune. Et ce n'est pas une culture, j'allais dire, du bisounours. C'est une culture qui doit assumer la conflictualité qui a été très présente dans la table ronde par rapport à la question sociale. Comment est-ce qu'on fait pour organiser une transition juste par rapport à la question du rôle de certains hauts fonctionnaires qui manipulent les critères. Par rapport à ce que vous avez dit, Roberto, sur la façon dont, quelque part, la scène politique est confisquée par des politiciens qui utilisent qui ont le conflit d'intérêts comme arme principale. Je terminerai par ce qui a été dit sur la question de l'État. Moi, souvent, j'entends dire, au fond, l'écologie, c'est la société contre l'État. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et je l'affiche. Je crois que le sujet, ce n'est pas de laisser... L'État doit être à notre image, aussi être à l'image de la société. On ne doit pas laisser l'idée d'une écologie experte qui saurait mieux par rapport à une écologie démocratique de la protestation. Je crois qu'il y a quelque chose à trouver sur cette écologie commune, cette maison commune. Et je crois que nous, on essaye, la Fondation de l'écologie politique, d'en faire une forme de maison commune. C'est un terme, une expression qui est souvent revendiquée, mais au fond, pourquoi pas, si on arrivait à faire une maison commune politique et écologiste, je pense que ce serait bien, et qu'elle devrait évidemment pas s'arrêter aux frontières françaises. Merci.